Les réformes de l'ONU? Alors sur les réformes, c'est vrai que le Conseil non permanent est plutôt organisé régionalement. D'ailleurs, on s'arrange pour choisir un représentant de chacun des grands continents, au moins un. Justement, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur les différents projets de réforme, et il y en a plusieurs qui ont été proposés, il y a celui clairement de l'extension du Conseil de sécurité restreint, celui à 5, au Conseil non permanent, c'est-à-dire de supprimer, disons, le Conseil non permanent, de rendre tous les membres permanents, mais à 20, à 15 ou à 20. Ça, c'est le premier projet qui a été porté par un certain nombre de pays depuis plusieurs années. Mais il y a aussi des projets d'extension, disons, plus régionales, plus ciblés. On avait vu tout récemment, je crois, lors d'un forum sénégalo-turc, à la fois le président Erdogan et le président Macky Sall demander tous les deux ou s'étonner qu'il n'y ait pas un pays musulman, comme il disait au Conseil de sécurité, alors que l'Indonésie vient juste d'y rentrer, plus grand pays musulman de la planète. Membre non permanent, lui aussi, ouais. Stéphane, là-dessus. Du point de vue d'Israël, il y a évidemment une grande défiance par rapport à l'ONU. Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, avait une formule qui était proche de celle du général de Gaulle. Il disait l'ONU c'est rien, comme de Gaulle parlait du machin. Mais on l'a vu ces dernières années, il y a une véritable attention, un investissement en fait d'Israël à l'ONU, puisque Benjamin Netanyahou se sert régulièrement de l'ONU comme d'une tribune. C'est le cas également de son envoyé à l'ONU, Danny Danon, qui était très marqué à droite et qui se sert aussi souvent de cette tribune. Donc on voit bien que finalement, malgré toutes les déficiences de l'ONU, ça reste un espace extrêmement important. Et je pense qu'il a servi véritablement à apaiser de nombreuses crises, même si on ne s'en est pas vraiment rendu compte.